Vous allez engager une démission, une rupture conventionnelle, ou vous êtes en ce moment visé par une procédure de licenciement et vous avez envie d'être soutenu durant cette étape pour construire un nouveau projet professionnel. Découvrez le cabinet Louis Gobert, spécialisé dans l'emploi et la formation. Plus d'infos dans la bio. Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Janice, fondatrice de Citronades, une agence de marketing digital et de data analyse. Bonjour Janice. Bonjour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter toi et ton entreprise par la suite ? Eh bien, je m'appelle Janice, j'ai 28 ans, je suis experte en marketing digital et data analyst. Je vis en Guadeloupe toute l'année, oui. Elle est venue que pour moi. J'ai découvert ce domaine après une expérience de 13 mois au Portugal au sein de Google Ads France, où j'étais experte en marketing digital auprès de toute la clientèle Google Ads. Et très rapidement, pour présenter mon business, j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe premièrement pour plein de raisons, et notamment pour le Covid. C'était mieux de vivre ça sur l'île. Et ensuite, parce que j'avais envie de prendre ce bagage que m'avait apporté Google Ads et de nourrir mon île avec ça. Donc, j'ai fait 2 ans de freelance et là, j'ai monté mon agence en marketing digital et data analyse. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste le marketing digital ? Alors, j'ai fait de très belles phrases quand on me les demande, mais parce qu'en fait, c'est très complexe et généralement, quand on nous demande en tant qu'expert ce que c'est, on s'étend en longueur. On peut parler 10 ans. Oui, il y a plein de facettes dans le marketing voilà, digital. C'est ça. Mais en gros, c'est exploiter les plateformes de SEM, donc Search Engine Marketing. Donc, ça va être tous les dérivés des réseaux sociaux, mais en version ads, LinkedIn ads, Facebook ads, Instagram ads, d'exploiter tout ça dans une stratégie concrète et logique. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas non plus utiliser tous les supports pour tout type de service, ça dépend de ce qu'on recherche. Et à travers ça, de contribuer au développement de l'entreprise, au développement économique, c'est-à-dire de faire en sorte que, via l'utilisation de certains canaux, de certaines opérations sur ces plateformes de SEM, réussir à faire monter au final le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais en gros, voilà, c'est le principe de la publicité, mais c'est sur Internet. D'accord. Tu es spécialisée sur tout ce qui est ads, tout ce qui est publicité en ligne. Voilà, c'est ça. Je fais pas d'organique. Par exemple, organique, SEO. Voilà, c'est ça. Je fais pas d'organique. Ce que j'aime avec l'ADS, c'est l'utilisation des données. C'est la compréhension des algorithmes, la compréhension des audiences, savoir qu'est-ce qu'utilise ou qu'est-ce que peut m'apporter telle ou telle plateforme d'SEM. Donc, la différence, par exemple, entre ce que va m'apporter LinkedIn Ads par rapport à Google Ads, on ne sera pas sur les mêmes types d'audience, on ne sera pas sur le même ciblage, sur le même... Donc, voilà, c'est pouvoir exploiter tout ça, comprendre tout ça. Moi, j'aime bien cette complexité-là. Et voilà, c'est pour ça que je fais pas de publicité classique print. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de print. Et une des raisons pour lesquelles je me spécialise dans le numérique, dans le digital. D'où le fait que tu sois aussi data analyst. Oui. Analyste, pardon. C'est-à-dire que tu analyses les données que tu reçois, c'est-à-dire que tu fais ta campagne d'ads, et tu analyses ça pour avoir de meilleurs résultats. C'est ça. À chaque fois, c'est une constante optimisation. Ça, c'est ce que j'ai toujours à mes clients. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément demain. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur les résultats et améliorer en permanence. Et ça, c'est vraiment aussi une vraie force de pouvoir étudier les résultats, les données, identifier un profil précis, créer différentes audiences et repartir de là pour pouvoir avoir de meilleurs résultats sur la prochaine. Et sur ces meilleurs résultats, encore utiliser différentes caractéristiques de ces données récoltées, données trafic, données de performance des publicités, génération de prospects, etc., pour pouvoir identifier ce qui marche le mieux, l'améliorer encore plus et avoir de la qualité. Donc c'est... je sais que pour les campagnes ads, par exemple, ou toutes les campagnes publicitaires payantes, il faut au moins un minimum 6 mois
pour avoir des résultats. Mais en fait, tes clients, tu les accompagnes sur le long terme, finalement. C'est ça. C'est ça, c'est du long terme. J'ai souvent, enfin, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, mais souvent, on a des clients qui sont très pressés. Ils sont tous pressés. Ils veulent voir tout de suite. Et finalement, je comprends, justement, après avoir discuté avec pas mal d'acteurs de différents marchés, je comprends que dans tout ce qui va être des conversions hors ligne, on est tellement sur du rapide, c'est-à-dire je paye tant, j'ai ça, que eux, ils veulent directement voir, toucher ce en quoi ils ont payé 6 mois avant, quoi. Ouais. Genre, ils veulent le résultat tout de suite. C'est comme quand on commande sur Internet. Bien souvent, ce qui différencie les personnes qui achètent sur Internet que des personnes qui achètent sur place, c'est le temps de livraison, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas habituées à ce temps d'attente pour avoir un résultat. Et c'est la même chose dans ce domaine-là. Donc, du coup, oui, ça prend 6 mois. C'est mieux d'attendre ce temps-là, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de résultat durant ces 6 mois. On a une progression, on a cet escalier, on a des marches, et ce qu'on entend par 6 mois pour un premier résultat, c'est-à-dire pour ce qu'on va appeler une victoire totale. Là, les victoires commencent à devenir nombreuses et à s'enchaîner quand vraiment l'algorithme a appris, quand les données sont classées, récoltées, étudiées, analysées. Voilà. Et ça prend un petit peu de temps. Mais bon, ça amène toujours de très bons bénéfices. D'accord. Et dans cette typologie d'offres, quel type d'entreprise tu accompagnes en général? J'ai un parcours, quand je regarde un peu le volet de clients, l'éventail de clients que j'ai eu, j'ai commencé par de très très gros clients. Des de très grosses marques, des marques de voitures, des chaînes spécialisées dans le sport, etc., des banques. J'ai eu de très grosses marques, des très grands groupes. Je suis localisée en Guadeloupe, donc mes clients sont dans les dom-toms, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Après, je ne suis pas fermée. Saint-Martin. Je ne suis pas fermée. Je peux travailler pour des clients européens ou quoi. Mais voilà, dans le secteur, en tout cas, on a vite fait le tour. C'est ça que je veux dire. On a vite fait le tour des grands groupes. Oui. Et depuis le lancement de Citron-Ads, je me suis penchée sur d'autres types de clients qui vont être des startups, par exemple. J'aime bien cette idée de commencer dès l'ouverture du livre, en fait. Et je m'y étais jamais, j'avais jamais essayé. J'avais peur de ça. J'avais peur d'avoir des clients qui commencent, qui savent pas trop où ils vont, qui sont un peu instables économiquement, etc. Mais finalement, dans l'histoire que ça raconte, j'aime beaucoup. Je me sens plus investie. Après, tout type de clients, tout type de secteur. À Google Ads, on avait 20 clients par jour de tout type de commerce, PME, ou grandes entreprises, ou des artisans. Donc voilà, je suis pas fermée. J'ai appris justement, grâce à Google Ads, à adapter les stratégies à chaque client. Typologie de clients. Ouais. Que ce soit du grand groupe, du créateur, de la TPE-PME. Exactement. Et justement, si on peut revenir sur ton parcours initial, qu'est-ce qui t'a décidé à entreprendre finalement? Parce que on peut dire, t'as été diplômée. Oui. T'as eu un poste directement. J'ai eu mon diplôme en juin et j'ai commencé en septembre. D'accord. Donc je suis sortie de l'école, je suis rentrée en entreprise. T'as profité de l'été quand même. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Après 5 ans d'études, c'est ça. L'été, c'est à fond. Et du coup, t'as été recrutée directement au Portugal, c'est ça? Non, j'ai commencé en Guadeloupe j'étais pas du tout dans le domaine, j'étais dans la télévision. J'ai chargé de production dans une chaîne locale. Et du coup, voilà, dès que je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai commencé ce poste-là. Et je pense que c'est ce qui m'a décidée. Ah oui, c'est le poste qui t'a fait c'est ça. Chargée de production et c'est ça. Finalement, c'est pas si éloigné que ça. En vrai, le métier de chargée de production est très bien. Je n'ai rien contre ça. Et je pense que c'est plutôt l'expérience humaine que j'ai vécue là-bas qui était trop violente et qui m'a décidée à juste ne pas insister, en fait, et à créer ma propre entreprise, mon propre business, quelque chose dans lequel je serais à l'aise et où j'aurais le choix, en fait. C'est surtout ça, la différence entre le salariat
Et le freelancing ou l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut travailler avec qui on veut, qui on décide. Choisis ses clients, c'est un luxe. Hein. C'est ça. Mais et du coup, tu as commencé à être chargée de production et après, tu es partie au Portugal, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que quand j'ai vu que ça n'allait pas mieux à la télé, j'ai décidé de partir pour rapidement expliquer ce qui s'est passé à la télé, parce que du coup, j'ai l'impression que je suis en train d'envoyer des pierres au métier de chargée de production. Tout le monde veut savoir. C'est ça. Oui, dis-nous. Non, je suis arrivée, j'avais 24 ans et j'étais à la tête d'une équipe d'hommes plus âgés, donc mais vraiment plus âgés, moyenne d'âge 50 ans. Et c'était déjà de base, là, le cadre est donné, quoi. Là, pourquoi ils vont m'écouter moi? Tu viens de sortir de l'école. Exactement. Du coup, c'était très compliqué. C'est-à-dire que moi, en plus, à la fac, j'ai étudié entre 2013, donc 2015, tout ça, j'étais encore en études. On nous apprend des trucs de soft management, être à l'écoute, J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Et j'avais des réflexions tous les jours. J'ai commencé à me faire insulter tous les jours. Je faisais plusieurs malaises par semaine. J'avais donc en tant que chargée de production, on a des émissions à charge, donc des tournages, des plannings de tournage que je crée, etc. Je place ma pub à telle seconde, etc. C'est ça le métier. Ouais. Et les intervenants, tout ça, les partenaires. Et j'arrive, je vois que la feuille que j'ai demandé d'imprimer est pleine de taches de café, de ci, de ça. Il y a personne. Enfin, c'est limite. Alors que je passe ma nuit dessus. Un torchon, quoi. C'est ça. Et tout ce que j'ai prévu de faire n'est pas respecté. C'est des réflexions. Moi, j'ai 30 ans d'expérience. C'est pas toi qui vas me dire que, enfin, des trucs. Voilà. C'était impossible. Et surtout, je ne veux pas, et j'adore mon île. Franchement, j'adore mon île. Je suis la meilleure ambassadrice. Mais là, les tiponches à 15h, en retour de pause déj qui a duré 1h30 de trop, c'est compliqué. Oui, et on tient à préciser que c'est pas comme ça tout le temps, c'est ça. Partout. C'est pas comme ça partout. Mais là, c'est un cas exceptionnel. Et surtout, en fait, comme on est une petite île, j'ai regardé récemment, donc j'ai le chiffre exact, on est 375 900. Comme on est une petite île, l'effet de starification est très rapide. La notoriété, ça prend très vite. J'étais chargée de production sur une émission de télécrochet. Et le fait que ça passe sur une chaîne locale et que les gens soient vus à la télé, directement après une semaine de diffusion, ça gonfle un peu l'ego. Ouais. Et du coup, c'est ce qui crée cet ce truc un peu over powerful, en fait. Ce truc où t'as envie de dire, c'est pas CNN, les gars, on reste toujours. Et ça crée, des tensions, des problèmes d'ego, et j'ai pas supporté. Et je me suis dit, c'est juste pas ton domaine, c'est juste pas ton... C'est difficile, hein. Enfin... Il y a beaucoup de personnes qui après les études, y retournent. Et justement, ça qu'ils ont créé le mouvement Retour au pays, des choses comme ça. Parce que t'as un petit choc, quand même. C'est ça, parce que du coup, on vient avec les meilleures intentions du monde. Mais si on n'a pas les épaules pour faire face aux différents murs qui se dressent, on finit par repartir, en fait. Et je voulais pas repartir. Je me suis dit, quitte à quitter la Guadeloupe, autant quitter la France. Tu voulais plus voir personne, en fait. C'est ça. C'était sous les conseils de mes frères et sœurs qui m'ont dit, si t'arrive quelque chose, essaie d'être pas loin, quand même. Ouais. Plutôt rapatrié, hein. C'est ça. Du coup, j'ai cherché, j'ai commencé à postuler qu'à l'étranger pendant plusieurs mois. Et j'ai eu plusieurs réponses positives. À un moment donné, j'avais un top 3. Berlin, Amsterdam, Portugal. Et le Portugal, c'était Google Ads. C'était on vient vous chercher à l'aéroport. C'était on vous loge. Jusqu'à présent, je touche du bois, je n'ai jamais vécu trop loin de la plage. À part, là, je suis revenue à Paris il y a quelques semaines. Et voilà, on a un problème. La plage n'est pas à côté. T'as la Seine, si tu veux, à Paris. Waouh. Ouais. T'as Paris plage l'été. C'est pas mal. Il y a le sable. Voilà. C'était pas ce que j'ai pas signé pour ça. Moi, Effectivement, mais je peux comprendre. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie de rentrer, en fait. Mais c'est dommage parce qu'une fois qu'on rentre, après tu as quand même de très belles choses. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes, des acteurs. Même les émissions que je faisais à l'époque, je les orientais vers les personnes qui font la Guadeloupe. Donc et surtout la jeunesse qui fait la Guadeloupe. On a beaucoup d'innovations dans l'écologie. Ça, je suis super contente de ça parce que l'île est petite. On a beaucoup de verre. On a un gros pourcentage de verre en Guadeloupe, de verdure sur l'île, donc de faune, de flore. Et du coup, surtout de flore, on n'a pas beaucoup d'animaux sauvages. mais tout ça veut dire que nous qui vivons
qui vivons là, on doit adopter une attitude qui doit être différente d'emplacements européens, par exemple, ou de mégapoles, parce qu'on n'a pas ça, en fait. On est plus proche naturellement de la nature, donc il faut qu'on la respecte beaucoup plus et qu'on change nos habitudes pour que ce soit moins impactant. Et il y a beaucoup, surtout, je vais pas dire que parce que je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'innovations entrepreneuriales dans ce sens-là, qui sont faites par des jeunes, quand je dis jeunes, des moins de 40. Oui, mais il y a une grosse vague de personnes qui rentrent. C'est ça. J'ai beaucoup d'entrepreneuses qui rentrent là. Donc, qui ont développé des concepts qui me disent « Ouais, on s'en va ». Je dis « Putain, je me retrouve rester ». Non, mais c'est trop ça. Et moi, du coup, on est vachement fiers. Moi, je suis fière de contribuer à ce développement-là. Quand je reviens à Wheelloop et que je propose à mes clients un type de publicité qui est différent de ce qui se fait sur place, je suis contente. Moi, j'aimerais beaucoup je fais une petite guerre au print en Wheelloop parce que on a très peu d'axes finalement routiers comparé. Je compare encore aux grands espaces. Oui. On est bien développé, il y a pas de souci, mais comparé aux autres espaces. Il y a des routes là-bas. Il y a des routes. On a Internet, tout ça, il y a pas de souci. Mais du coup, on a par rapport aux autres très peu d'axes routiers, mais presque le même volume de publicité urbaine en fait. Et pareil dans l'utilisation du papier, des impressions, de la colle, etc. Enfin voilà, on pourrait s'en passer et commencer à digitaliser, supprimer au moins 5 panneaux pour en mettre un numérique, par exemple. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et moi, je fais une petite guerre à ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent et je suis hyper contente de faire partie de cette vague de retour au pays, de cette vague d'entrepreneurs en Wheelloop. Et j'espère que ça va continuer. Oui, c'est bien parti pour. Hein. Donc oui, effectivement. Donc t'étais en poste. Bon, ça n'allait pas. T'as vécu un burn-out. Hein, j'ai fait un burn-out après. J'ai fait un burn-out après Portugal. Ouais. Après le Portugal, après 2 ans de freelance. Et là, c'est encore une autre histoire. T'es partie au Portugal. T'étais freelance au Portugal. Non, j'étais employée au Portugal. Ouais. Ensuite, je suis arrivée en Guadeloupe. J'ai essayé le salariat pendant 3-4 mois. Non. Du coup, je me suis lancée en freelance. C'était ça, c'est physique. Il y a un truc, je suis devenue allergique. Je suis devenue vraiment allergique. Mais même, ça a remis en question aussi ma façon de fonctionner, en entreprise. Maintenant que j'ai mon agence, je suis encore contre le salariat. J'ai une équipe de freelance et mes entretiens, parce que j'ai quand même cette phase d'entretien d'embauche, entre guillemets, où les premières questions, c'est comment tu qualifies ta façon de travailler, artistique ou procédurière, comment... est-ce que le projet que je te propose là sur tel client, ça te parle? Est-ce que tu as envie? Et 3e point, est-ce que tu as du temps? C'est des trucs, on va pas te demander ça quand t'es employé. Oui, c'est en train de changer quand même. On va plus prendre en considération, là, surtout après le Covid. Y a beaucoup de salariés qui se sont rendus compte que leur mode de fonctionnement, le mode de travail n'allait pas, qui ont changé de poste, qui n'hésitent pas à quitter leur job actuellement. Le télétravail, en fait, c'est devenu c'est rentré un peu dans les normes. Bon, c'est un privilège, c'est pas un... Oui. Il y a ça qui commence à changer. Après, je vais pas te dire, il y a encore des employeurs, quand tu leur dis que t'as ton activité de freelance à côté, ils te disent que ça pose pas de problème, mais au final, ça pose un problème toujours. Tu vas avoir ton boss qui va te dire, OK, tu peux travailler à côté, mais ça va être problématique. Mais ça commence un peu à changer. Mais après, tout dépend dans quel type d'entreprise tu tombes. Et si tu tombes dans une entreprise plutôt jeune ou peut-être que l'entreprise existe depuis longtemps, mais en fait, ils sont plutôt ouverts d'esprit et c'est pas du fake. Genre, oui, on est ouvert d'esprit, mais pas vraiment. Ça dépend dans quelles circonstances, avec... voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Mais je peux comprendre que t'aies du mal à te projeter aussi en tant que salarié. De faire le vrai choc culturel qui s'est fait, c'est quitter les locaux Google pour revenir dans un fonctionnement salarial français. C'est-à-dire que... Ah oui, t'étais plutôt manager à l'américaine. C'est ça. On avait justement des salles de sieste à tous les étages. J'ai quitté ça, je suis arrivée dans une agence en Guadeloupe avec une piscine dans... Oui, d'accord, tu quittes la salle de sieste pour la piscine. Je vais arrêter. Mais toi, tu vas dans quel cadre tu travailles? Non, mais... Faut que tu me donnes tous tes plans avant que tu partes, là. Je veux tout savoir. C'est ça.
Non, mais oui, j'ai essayé le salariat pendant quelques temps parce que voilà, j'avais besoin de cette petite liberté. Et pendant 2 ans, j'ai été freelance. Et c'était, je pense que c'était mes 2 meilleures années d'un point de vue business. C'était mes 2 meilleures années parce que c'était fluide. J'avais des clients qui me faisaient confiance. J'avais pas besoin d'aller au bureau. Quand je venais, c'était sur rendez-vous. C'était pour 30 minutes pour un truc précis. J'avais des forfaits, des clients au forfait, donc j'avais pas à me questionner sur ce qu'on faisait ce mois-ci ou pas. C'était très bien. Et du coup, ce qui s'est déclenché dans mon esprit, c'est ok, t'en es là, recule pas. Tu fais tout pour rester là, recule surtout pas. J'avais une peur de l'échec, mais qui était mais triple en fait, justement à mesure de mon succès, ma peur de l'échec a augmenté et m'a étouffée en fait. À un moment donné, je vivais que travail. Je vivais seule, du coup, c'est un choix, bien évidemment, pour pouvoir avoir mon cadre, pouvoir travailler dans le calme, etc. Et j'ai même choisi mon appartement, enfin, même pas mon appartement, c'était un loft, mais pour ça, c'est-à-dire j'étais près de la plage, isolée du bruit, fibrée, donc j'ai une bonne connexion Internet. Tout était fait pour favoriser mon travail, encore une fois. Et à un moment donné, je préférais travailler plutôt que de me faire à manger, puisque ça me prend plus de temps. Je préférais travailler plutôt que dormir. Je dormais moins, je travaillais plus. Je préférais avoir plusieurs autres petits clients à côté pour au cas où pallier je sais pas quoi. Si il y a un client qui te lâche. Et un jour j'ai eu une réaction. Enfin déjà c'est pas un jour on fait un burn-out, c'est comme si on éternuait en fait. Ça arrive, c'est progressif en fait. Sauf que les différents signaux, je les ai ignorés. J'ai fait des malaises, mais des trucs encore plus énormes que ce que je faisais avant, des trucs qui m'étaient jamais arrivés. J'ai perdu du poids, etc. J'ignorais mes médecins, ma famille, tout. Et un jour, réaction physique devant mon ordinateur, je voyais noir. Je répétais les mêmes mots. J'avais un client au téléphone, je répétais la même phrase. Il arrêtait pas de parler d'autre chose, je l'entendais, mais je répétais la même phrase mécaniquement. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et tout. J'ai appelé en vitesse tout le monde, tout le monde autour de moi. C'est ça. Je me suis dit mince, mes sœurs, ma mère, mon frère qui vit à Thiers, et mon frère m'a dit tu sais quoi? Ça, ce que tu fais s'appelle un burn-out. Il m'a dit, t'appelles tous tes clients, tu leur dis c'est fini et tu prends l'avion la semaine prochaine, tu viens me voir. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai coupé totalement avec mes années freelance. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à créer mon agence, parce que je voulais mettre une distance entre Janice l'entreprise et Janice la personne. Et du coup, il me fallait créer une entité business qui soit différente de moi, d'où Citronade en début d'année. D'accord. C'est vrai que alors la peur de l'échec, on la vit plus ou moins bien. Il n'y a pas forcément de recette, mais quand on est dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, au début, on se rend pas compte de l'implication qu'on met, de l'énergie qu'on met dans ça, en fait. Exactement. C'est un peu une drogue. Oui, oui. Il y a quelque chose d'assez vicieux qui se crée, enfin une relation avec soi-même qui est assez vicieuse, qui est assez toxique, parce qu'au final on se dit ok, t'es le meilleur élément de mon équipe, donc je compte sur toi, et en même temps ok, si ça se passe mal c'est de ta faute. Bah oui, il y a pas de tu es ton entreprise. Exactement. Mais en fait, le temps que tu apprennes de ton expérience, que tu distingues que le fait qu'on ne critique pas ta personne, mais ton travail, il y a encore tout ça à apprendre, mais on te le dit pas, ça, tu l'apprends. C'est ça, sur le terrain. Et tu l'apprends dans une souffrance énorme. Et je peux comprendre que tu aies eu un burn-out à ce moment-là, mais c'est aussi peut-être que tu étais seule dans ta boîte. Oui. Est-ce que tu étais entourée? Non, dans le business, non. Est-ce que tu avais d'autres amis entrepreneurs à qui tu pouvais parler? Enfin, c'est là où on dit que être entouré, c'est vraiment important, en fait. Bon, c'est pas pour parler de chiffon, mais pour parler business et aussi pour parler de ressenti, pour se décharger un peu. C'est ça. Pour avoir sa soupape de décompression, parce que souvent, on ignore ça. T'as besoin d'exprimer ce que tu ressens. Et là aussi, c'est important, c'est d'être entouré, d'avoir un mentor. Mais ça, on le sait pas. C'est ça. Tu le découvres dans la douleur. Quand t'es déjà à moitié morte dans ton lit. Quand t'as déjà pleuré. C'est ça. Quand t'es déjà au fond du trou, quoi. Et ça, on le sait pas forcément. Et ça, c'est bien que t'en aies pris... Enfin, que tu te sois rendu compte de ça. Du coup, t'as arrêté carrément tous tes contrats. C'était assez violent, mais en même temps, ça m'a fait un bien. Mais
c'était j'ai vécu quoi. En fait, t'étais emprisonné. Oui, finalement. Oui, exactement. Et là, juste après avoir rompu avec tous ces clients, je me suis rendu compte déjà j'avais une masse de clients qui était hyper impressionnante parce que du coup j'avais un nombre de clients qui était plus important qu'une des agences avec lesquelles je travaillais. C'est-à-dire que je travaillais en freelance avec plusieurs agences. Et à moi seule, à force de connexion avec toutes ces agences, j'avais sur mes épaules plus d'une vingtaine de clients, alors que en moyenne, une agence, parmi les 3-4 que j'avais, c'était 10 clients. Du coup, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, OK, bon, là, il y a un problème. Tu t'es pas rendu compte de la charge de travail que t'avais? Non, parce qu'au départ, comme je signe avec des agences, je me dis, OK, j'ai 1, 2, 3 agences, mais ces agences me donnent des dossiers clients qui au final fait que en tant que personne avec l'agence A, je vais avoir des dossiers clients du type une banque, 3 magasins, 5 marques de voitures. L'autre agence, je vais avoir la même chose, plus l'autre agence, je vais avoir peut-être 3 ou 4 marques de voitures supplémentaires. Ouais. Donc même si je signe avec des agences, in fine, j'ai des dossiers clients qui sont plus importants que le volume de clients traités par une seule des agences en question. Ah ouais, d'accord. Donc tu t'es retrouvée noyée en fait. Exactement. Donc quand je les ai appelés pour leur dire on arrête, c'était waouh, royal. C'est vraiment, tu te sens à force de juste prononcer le truc en fait, à force de, tu te sens légère en fait. Ouais. S'ensuit après le burn-out une semaine de fatigue. Il y a aussi des moments d'hyperactivité où tu dis il faut que je sorte parce que t'as l'habitude de tellement faire tout le temps que tu sais plus que là tu te reconnais plus dans ton espace quoi. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de sport, beaucoup de randonnées, beaucoup d'excursions en nature, etc. J'ai eu des amis qui m'ont dit après mon burn-out, après mon petit séjour à Paris, tout ça. Enfin j'ai été au Portugal, tout ça. J'ai revu d'autres personnes. J'avais besoin de revoir du monde. Je reviens en Guadeloupe, je fais un petit brunch à la maison et mes potes qui me disent mais tu sais qu'on te voyait plus en fait, on te voyait plus, on t'entendait plus, mais toi tu te rends pas compte de ça en fait. T'es dedans, tu travailles, c'est genre vous me direz ce que vous voudrez, moi je bosse en fait. Je bosse. Et c'est pas là aujourd'hui je mets en garde beaucoup de personnes autour de moi parce que d'un côté, je me dis, tu peux mettre en garde comme on t'a mis en garde et au final, si ça doit arriver, ça arrive. Évidemment, tu t'en rends pas compte, t'as un déni total, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est ce qui permet, bien souvent, mais comme tu dis, c'est un passage dans la douleur, mais tu te relèves et tu fais des choses différemment. Je vais pas dire mieux, parce qu'on a tous des expériences, c'est pas tout de suite que tu arrives à avoir quelque chose de plus ou moins, une victoire tout de suite, mais j'ai appris déjà à déléguer, à travailler avec du monde, à discipliner mes clients. Ça m'est arrivé cette année d'aller directement au bureau de ma cliente et de lui dire j'ai fait un burn-out à telle période, j'aimerais beaucoup qu'on arrête de m'écrire après 16h30 parce qu'il est écrit que l'agence ferme à 16h30, sinon prévenez, de m'appeler ou de m'écrire un dimanche. Ce genre de choses. Et on s'en rend pas compte, mais parce qu'on a les clients, le côté je paye, je suis roi. C'est dans les mœurs, c'est même on traite nos clients très bien, donc on a envie qu'ils se sentent à l'aise. Et du coup, eux, ils se rendent pas compte de l'effet psychologique, de l'impact psychologique que ça peut avoir, de ne serait-ce que recevoir une notification à une heure qui n'est pas appropriée. Du coup, j'ai appris à faire tout ça, j'ai appris à être plus ou moins précise sur la charge de travail aussi. Maintenant, je fais attention au nombre de clients que j'ai dans la même période. Je fais patienter s'il y a moyen, sinon je renvoie vers quelqu'un d'autre. Et j'ai une équipe construite où je prends pas tout à charge. Des fois, j'ai encore envie. Des fois, j'ai encore envie d'aller plus vite, de faire en même temps. Là, par exemple, j'ai une community manager qui bosse avec moi. Je lui ai demandé quelque chose pas plus tard qu'hier. Elle m'a dit, je sais pas trop faire. J'avais envie, il était minuit, parce qu'il était minuit ici, et il était à 18h en Martinique, on avait ce point téléphonique à faire. Et elle me dit, je sais pas trop faire, mais je vais essayer. Moi, directement, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, t'inquiète, je le fais. Ouais. Mais il est minuit, Janice. Ouais, mais oui. C'est des trucs, tu dis c'est pas l'heure, c'est pas ton métier, t'as quelqu'un pour ça, elle t'a pas dit non, elle t'a dit je sais pas faire, je vais essayer. C'est pas, tu vois. C'est difficile aussi quand t'as créé ton bébé ton bébé. Oui, ton entreprise, oui, c'est ça. De laisser quelqu'un d'autre mettre
ça va pas dedans, son truc, t'es là, est-ce que ça va être aussi bien fait que si moi je l'avais fait? C'est là que tu te dis, en fait, tu t'entoures d'experts. Ouais. Qui savent peut-être mieux faire ce que... oui, bah oui. Ce que tu sais pas faire, c'est assez compliqué. Ça dépend des missions. Il y a des trucs que tu sais faire, il faut déléguer, t'es obligé de dire, ok, tu peux pas tout faire. Et surtout, alors là où il y a un switch aussi, c'est quand tu, dans ton esprit, tu passes de l'opérationnel au stratégique. Oui. T'as une vision quand t'étais freelance, tu pensais rester seule dans ta boîte. T'avais pas cette vision de perspective d'évolution, d'employé, de créer une agence. Là, quand tu passes de freelance à agence, là, t'as une espèce de cap à passer et à changer en fait ta manière de voir, ta manière de fonctionner et à passer sur du management, le soft management. C'est ça. Tu avais essayé une première fois, jadis, mais que tu as retrouvé et que tu peux enfin exploiter, tu vois. Toutes ces années d'études, tu vois, t'ont servi sur tous les aspects. Mais c'est vrai que ce changement, tu sais pas à quel moment il faut que tu l'entames aussi. Et c'est vrai que en fait tu refais, tu rebondis, tu comprends en fait. Mais là j'apprends tous les jours, j'apprends vraiment tous les jours. Mon frère m'apprend à ne pas tout prendre personnellement. Moi encore une fois j'ai cette aversion pour l'échec, je supporte pas l'idée. Et pour moi un client qui va refuser un devis, pour moi ça va être personnel. Et j'ai appris que non en fait, pour plein de raisons qui lui incombent, là tout de suite il peut pas accepter ton devis, mais c'est pas par rapport à toi, à ta personnalité, à tes compétences ou quoi. Donc il y a plein de choses que je suis en train d'apprendre et c'est très bien. Moi ce qui m'importe surtout c'est la qualité de mon travail, la qualité de mes services, la satisfaction de mes clients. J'aime bien fidéliser, j'aime bien avoir de longues relations avec mes clients, mais je suis aussi en train d'apprendre que le monde évolue, que je j'aurai pas jusqu'à je sais pas moi mes 50 ans les mêmes clients que j'ai aujourd'hui en fait. C'est tout bouge. Ouais, oui, ils vont changer d'agence. Tout bouge, ils vont changer d'agence, changer de client, on va changer de plein de choses en fait. Mais avant, j'acceptais pas. Avant, c'était pour moi, j'ai ce client-là, il est à moi, je reste avec lui. Vous allez où? Vous partez? Non, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. T'as répondu à pas mal de mes questions pendant que tu répondais à mes questions. Quel a été ton plus gros challenge à la création de ton entreprise? Le plus gros challenge, déjà tout Citronade, c'est un gros défi et du coup une belle victoire pour moi. C'est intervenu à un moment précis, c'est déjà me remettre dans un esprit de création, d'entrepreneuriat, de production. Ça a pu te faire peur en fait. C'était compliqué. En fait, j'avais peur de retomber en fait. J'avais pas peur du défi que ça représentait. Ouais. J'étais hyper motivée. Mais j'avais peur de retomber quand tu prends ta feuille blanche et que tu listes tes tâches à faire pour lancer ton agence et que tu vois que ta feuille, elle s'est doublée, triplée, tu te dis, OK, visuellement comme ça crée un choc et tu dis, est-ce que est-ce que c'est le moment, quoi? Est-ce que je suis prête à sauter le pas, en fait? Donc ça, déjà, c'était un gros défi de psychologiquement, moralement m'y remettre. Donc je faisais petite tâche par petite tâche et ensuite, la plus belle victoire, premier impact de réussite, ça a été mon logo. Mon logo, je ne sais pas faire de logo, c'est pas mon domaine, je suis pas du tout graphiste, mais j'avais une idée précise. Je voulais que déjà Citronade, le nom, je veux que ça transmette quelque chose de dynamique, de frais. Je voulais quelque chose autour du citron, parce que le citron pour moi c'est un fruit qui s'adapte à toute situation, qui guérit tout. Qui, au-delà de guérir, abreuve, du citron, c'est un plus à chaque fois, en fait. Et je voulais transmettre cette idée-là, que Citronade, l'agence de marketing digital, quoi qu'il en soit, ça répond à ton besoin, avant même que t'aies à le nommer, ça répond à ton besoin. Et c'est un plus. Et j'avais aussi envie, c'est ce que j'ai appris aussi dans la méthode américaine de Google, à apporter cet ingrédient supplémentaire dans la satisfaction du client. C'est-à-dire que t'as ce que le client a besoin, ce qu'il te demande, et t'as ce truc en plus que tu lui apportes. Et pour moi, Citronade, c'est vraiment cette complétude
avec le petit truc en plus, ce petit zeste en plus qui fait du bien, quoi. Donc, je voulais le citron pour ça et ADZ pour la publicité. À la base, c'était ADS, mais j'ai fait une petite étude de marché et j'ai vu que dans les résultats de recherche, j'étais polluée dès que je mettais un S, dès que je mettais, ou sinon si je m'arrêtais au D. Donc, j'ai mis un Z. J'ai vu que j'étais toute seule. Je me suis dit, OK. Oui, un travail, t'as quand même fait un peu de recherche, de veille pour le nom, C'est quoi. ça. Et du coup, le logo, c'est des brainstorming. Et quand j'ai vu ce à quoi il ressemblait, je voulais activer le citron aussi. Bon, quand je suis arrivée chez mon infographiste, je lui ai dit, je veux que tout se passe autour du citron parce qu'à terme, j'aimerais pouvoir communiquer juste avec ce symbole. Je voudrais comme le G même pas comme le G de Google, on va dire comme l'enveloppe de Gmail, par exemple. Comme le Play de Google. Je veux que l'image, le symbole, parle de lui-même. Et du coup, on a passé des heures et des heures sur le citron. Elle m'a détesté, mais T'as eu ton citron. j'ai eu mon citron. Ouais, mais après, c'était comme une deuxième aventure. Donc, c'est ça. Du coup, ça t'a pas forcément fait peur au début quand t'as vu la liste de tâches. Il y a même des spécialistes qui disent qu'il faut arrêter les to-do list. Oui. C'est avant. Enfin, je rigole déjà. J'écrivais sur mon frigo. J'avais un feutre Velleda. Et j'écrivais, j'avais un frigo chromé un peu, et j'écrivais sur mon frigo. Et à un moment donné, j'ai vu que ça m'aidait pas du tout, en fait. C'est-à-dire que sur le même frigo, t'as ma liste de courses, t'as mes tâches administratives, t'as mes rendez-vous clients, les numéros à ne pas oublier. Et là, tu te dis non, j'ai effacé le tout. Et je me suis dit, c'est fini. Et est-ce que t'as continué à bosser de chez toi? Oui. Pour le calme et pour éviter les embouteillages le matin. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est bien de temps en temps se faire un planning où on sort de la maison pour bosser. Au moins 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Et bon, je distinguais les 2 espaces. Ce que je faisais, c'est que j'ai placé mes meubles. J'ai placé mes meubles tous les week-ends. Quand la table était contre le mur, c'est que c'était pas c'était pas un jour de travail. D'accord. Mais quand elle est au milieu de la pièce face à la baie vitrée, c'est vraiment où là, je me mets en lotus devant ma terrasse. Et là, je bosse toute la semaine. Et une fois que je l'enlève, ça libère l'espace. Et là, c'est que c'est plus le moment de bosser. D'accord. Donc, t'as quand même un truc pour switcher entre c'est ça. Travail, temps de repos. Exactement. J'ai aménagé mon espace aussi pour pouvoir avoir différentes assises dans la journée pour travailler. Donc, t'as le classique, le comptoir du bar de la cuisine et la table à manger ou ton bureau tout simplement. Et à côté de ça, j'avais un hamac à l'intérieur. J'ai un hamac chez toi. C'est bon, je veux rentrer. Non, mais ça aide, du coup, en demi-journée, après le déjeuner, de reprendre rapidement, de se poser dans le hamac, même en tailleur, de se poser dans le hamac. Et là, t'as une autre assise, t'es dans une autre ambiance. Ouais, c'est comme ça permet de switcher, ouais. Ouais, ça segmente ta journée, en fait. Exactement. Ça apporte un rythme. D'accord, donc déplacez vos meubles, achetez un hamac, surtout dans nos appartements parisiens. Exactement. J'avais un petit rituel. Bon, là, je vais énerver tous les auditeurs, mais forcément, j'habitais près de beaucoup de plages. Et le lundi, parce que vaut mieux éviter les plages le week-end en Guadeloupe. Le lundi, j'allais tous les lundis observer le coucher de soleil sur la plage. Ça fait un début de semaine qui est différent. Okay. Je vais observer le coucher de soleil du canal Saint-Martin. Ça peut être la même chose, hein. Donc, tu nous as dit que tu as expliqué ton plus gros challenge. Alors, j'ai une question qui est plus par rapport à ton domaine d'activité, les ads. Est-ce que ça a été facile pour toi en tant que nana? Parce que nous, on aime bien lui donner genre le community management, la rédaction du blog, un peu de SEO. Ouais. Une petite pointe. Un soupçon. Voilà. Mais des ads, non, c'est un truc de mec, ça. Exactement. Oui, bien sûr. Mais c'est un handicap à vie, d'être une femme. T'étais pas au courant? On t'a pas dit. Voilà. Non, mais je sais que... Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais conseillère numérique à la chambre de commerce et j'allais voir des chefs d'entreprise sur les thématiques qui touchaient le SEO, enfin, tout ce qui est SEO, SEA, logiciel, community management, tout ça, marketing digital. Et je sais qu'au départ, quand ils m'ont vu arriver, moi, à l'époque, j'avais 26 ans, ils m'ont vu arriver, ils m'ont pas du tout fait confiance. Des fois, on me coupait la parole. Des fois,
on parlait à mon collègue et pas à moi. Exactement. Mais je me dis, ça, bon, après, il m'appelait, j'étais obligée d'y aller. J'y allais, mais je me disais, c'est vous qui m'avez appelé. Exactement, faut remettre les choses dans leur contexte, ouais. Mais je sais que moi, perso, je pense pas que j'aurais fait le marketing digital, ok, mais dans les ads, je sais que c'est vraiment, un monde de bonhomme, non. Non, mais je sais que c'est essentiellement des hommes qui vont dans ce domaine-là. Est-ce qu'on t'a donné plus de crédit, moins de crédit, ou est-ce que t'as dû, arriver et dire c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Ce qui m'a aidé, c'était, ce qui fait qu'on m'écoute. C'est même pas ce qui m'a aidé, mais ce qui fait que dès le départ, j'ai cette opportunité d'être écoutée, ça a été Google Ads. Ouais. À partir de là, ça met tout le monde d'accord. Ils sont un peu sceptiques, mais après, je suis montée certification, tout ça. Et ensuite, je vais paraître opportuniste, mais l'avantage que j'ai eu, c'est de commencer en Guadeloupe, de me développer en Guadeloupe. Et du coup, ils ont un niveau de connaissance de ce secteur qui est moindre que dans les autres endroits, dans les autres mégapoles, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas Pourquoi encore, Parce que en fait les outils de promotion publicitaire, etc. On n'a pas la même façon de consommer. Par exemple, la radio fonctionne très bien en Guadeloupe. Ça fonctionne beaucoup moins ici. Donc on a les mêmes, encore une fois, on a les mêmes outils. Simplement, en termes d'offres et de demandes, on n'a pas le même ratio, vu qu'on a encore une consommation des outils classiques de communication qui est forte. Le print, la radio, l'audiovisuel, en fait. Bah oui. Du coup, il y a moins de personnes qui osent aller dans l'ADS parce qu'ils se disent que c'est moins rentable, tout simplement. C'est moins rentable en Guadeloupe dans le sens où j'aurai moins de demandes et ce sera plus compliqué de faire valoir les résultats. Donc ça a été compliqué. En tant que femme, pas spécialement. J'ai eu des clients, bien évidemment, tous les jours. C'est même pas que j'ai eu, tous les jours ça m'arrive. Mais après, il faut savoir que j'en ai, moi, des... On t'a pas demandé un jour, il est où le patron? Non, mais c'est des trucs... je vais te raconter un truc en espérant que ça passe dans l'enregistrement. Ah, mais je pense que tout va passer. Je vais te raconter un truc. Donc là, après toutes ces années, ça va, je suis assise en Guadeloupe, j'ai mon agence de marketing digital, j'ai un client, c'est longtemps qu'on travaille ensemble, c'est une cliente, donc c'est elle qui est directrice du business, et un jour, elle me fait venir dans une réunion avec son directeur adjoint. D'accord. Homme âgé. J'ai un problème avec eux. En Guadeloupe, j'ai un problème avec eux. En fait, c'est juste pour le côté patriarcal, j'ai un problème avec eux. Le côté paternaliste. Donc, j'arrive. Moi, il faut savoir que, pour me décrire physiquement, directement, j'ai arrêté de lutter. J'ai des locks. Je suis toujours en basket. J'ai un piercing au septum. Voilà, j'ai des bijoux dans mes locks. Je refuse de me maquiller parce que j'en vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai rien de politique contre ça ou quoi, mais c'est juste que ça me prend du temps, les flemmes. Mais après, ça veut pas dire que je vais venir en sarouel sandales, tu vois. Je vais quand même, c'est professionnel, je vais venir à l'heure, je vais faire un effort pro pour éviter justement qu'on me prenne pour une petite, tu vois. Et j'ai 28 ans, je fais 28 ans, quoi. Donc, quand j'arrive, pour situer le contexte, dans cette pièce avec ce monsieur, cette dame tout aussi âgée et moi au milieu, on me demande, l'idée c'était, ils avaient besoin d'un service précis pour héberger le paiement sur leur site. Et du coup, moi, je devais négocier une hausse sur le forfait. C'était ça le deal. Ouais. J'arrive, je discute et tout, et le gars, à chaque fois que je parle, il rigole. Ok. Au bout d'un moment, il est tout seul à rigoler. On est 3. Ouais. À chaque fois que je parle, il rigole. Donc déjà, ça me... Voilà. Je vois un peu le gars. Ils avaient quelqu'un en place, en interne, qui faisait pas vraiment le taf en termes de qualité de travail graphique. Donc, ils me demandent si je peux, accessoirement, prendre en charge ça. Oui, c'était quelque chose que je faisais déjà sur quelques opérations à eux. Et je leur dis que j'ai toujours dit que sur ces productions précédentes, au gars, c'était pas qualitatif. Mais je le dis sans critique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'arrives dans une entreprise, tu demandes des référents dans tel ou tel poste. Tu es obligé, en tant que entreprise extérieure, de dire ce qui va pas, avec qui tu peux travailler. Oui. Et pour mettre en pub un visuel, il faut quand même que le visuel soit qualitatif. Et j'ai toujours dit que ce visuel-là, je ne pouvais pas l'exploiter. Juste ça. Il rigole et il me dit, c'est bien que tu parles comme ça, parce que du coup, on pourra voir ce que tu vaux. Ça faisait plusieurs mois que je travaillais avec ce client. J'avais déjà produit des visuels. Les clients du client étaient déjà satisfaits. Donc, à un moment où je m'énerve un petit peu, donc je prends mon téléphone, je tourne et je lui dis, voilà, on voit ce que je vaux. Donc, je montre la différence en termes statistiques et tout. Et le truc qui m'a achevé, il me demande de lui redire mes honoraires
honoraires qui sont présentes sur mes devis, sur mes factures qu'il a déjà accepté signer. Oui. Je donne mes honoraires, il rigole, il me dit dire que ma femme de ménage me prend 10 € de l'heure. Et là, tu te dis, mais c'est quoi? Où est-ce que je suis, en fait? Où est le rapport? C'est quoi le rapport? Pourquoi on est là? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? Ouais. Tu vois? Et ça, quand je raconte autour de moi, et j'ai voulu faire l'influenceuse et le soir arriver chez moi sur Instagram et dire, vous savez pas ce qui m'est arrivé, et écrire de longs articles sur LinkedIn, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pas encore avalé le truc pour pouvoir me poser et écrire du contenu là-dessus. Ouais. Parce que tu te dis que ça serait pas arrivé à un homme. Ce serait pas arrivé à un homme plus âgé. Et ce serait pas arrivé à une femme mère. Ouais. Tu vois. On parler à égal, quoi. Exactement. Alors qu'à la base, on parle de travail, on parle de mes compétences, et j'ai été appelée pour un besoin du client. Ouais. Tu vois, c'est des choses que... Elle a rien dit, Oui, elle était très gênée. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas eu ce truc direct de déjà couper avec eux ou parce que je me suis dit qu'elle a vu et qu'elle était très gênée, qu'elle a essayé de le reprendre, elle s'est excusée plusieurs fois. Enfin, voilà, je sentais que... Voilà. Ouais. Tu sentais les trucs, quoi. Mais ouais, mais t'as toujours des trucs où tu... En fait, des fois, c'est la sidération. Oui. Sidéré. Tu ne peux pas... Ah, mais encore une fois, on diminue trop, on minimise trop, pardon, l'impact psychologique que ça a sur les gens. Mais même, tu penses tes trucs, mais tu vas pas les dire dans un contexte professionnel, en fait. Exactement. Ouais, mais il y en a qui savent pas faire la part des choses. Je pense que c'était vraiment voulu pour me déstabiliser, parce que pour lui, il s'est dit, on est dans un deal commercial. Son but à lui, autour de la table, c'est de faire diminuer le prix, en fait, de faire. Donc il voulait. Ça, en fait. Je sais pas. J'essaye de lui trouver des excuses là. T'as vu? J'essaye de. Faut pas. Voilà, je vais pas dire ce que c'est. Je vais dire en off. Oui, j'ai pas envie de vous traumatiser. Ouais, donc je sais que dans la négociation, quand t'es une femme, quand t'es jeune, alors en France aussi, quand t'es j'ai eu de retour quand t'es black aussi ou quand t'es quelqu'un issu d'une minorité. J'aime pas ce truc. Ouais, non plus. Je ne suis pas d'une minorité, je suis une femme, point. Mais c'est vrai que t'as un peu ce truc, on va te regarder de haut, on va... Voilà. Donc c'est pour ça que je disais... Et même chez des femmes, hein. Moi, j'ai déjà eu un truc où j'étais là, oh punaise, elle m'a fait ça. Elle est sérieuse. Non, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que c'est un handicap à vie, en fait. C'est un truc où... Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu te prépares parce que t'as un choc au départ, tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais au final, en fait, tu prends, mais tu t'habitues à ce genre de réflexion. Enfin, tu te prépares à entendre ce genre de commentaires. Mais ça, c'est pas normal. Enfin, j'ai pas dit que c'était normal. Oui. Mais tu vas les entendre. C'est comme si tu t'es préparé à une situation. C'est comme quand tu vas faire du karaté, tu sais que le jour où quelqu'un va venir, ouais, c'est ça. T'es préparé. C'est vrai. Balayette. Voilà. Mais tu te prépares psychologiquement à avoir ce genre de truc. C'est quand t'es dans un bon mood et tout, t'es tellement positif dans ton truc, et des fois on coupe ton élan comme ça, et tu te dis mais pourquoi tant de violence dans ce... C'est ça. Dans ce monde, mais en fait, faut se préparer au bien et au pire. Donc ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. Aujourd'hui, si tu devais faire une rétrospective de ta vie entrepreneuriale, tu dirais quoi? Honnêtement, tu sais quoi? Je vais avoir 28 ans dans pas longtemps, là. Donc, et à chaque anniversaire, je fais un bilan. Et du coup, je suis en train de faire cette rétrospective. Et je me dis, franchement, chapeau. Si je pouvais check la Janice d'il y a 5 ans. Non, mais tu peux te laisser des messages. C'est vrai. Tu peux te faire non, tu peux pas te faire un check, malheureusement, mais... Non, mais oui, je pense que je vais le faire. Ouais, là, je vais passer les grands caps, les grands âges, et là, oui, c'est pile la bonne période. Et du coup, rétrospectivement, ce qui en découle surtout, je suis assez fière de ce qui a été fait. Et je suis assez fière de pouvoir être fière aussi. Ouais. Je continue de me battre et tout, mais oui, c'était pas gagné.
Ensuite, j'ai fait aussi beaucoup de choses parce que je voulais pas rentrer dans un mindset business à fond. Je voulais aussi faire des choses utiles et pas forcément attrait à l'argent. Et j'ai fait beaucoup d'interventions dans des écoles, dans mes anciens établissements à Guadeloupe. C'est vraiment le truc où tu arrives dans ton ancien collège, dans ton ancien lycée et tu interviens et tu te dis waouh, en fait, tu vois la boucle en fait se faire, être encore en contact avec des étudiants qui te demandent des conseils, des stages. Je suis tellement émue quand on m'appelle et qu'on me dit oui bonjour, elle serait pour de l'alternance. Je me dis oh bichon. Ouais, mais du coup toute cette bienveillance tu peux la transmettre. Du coup c'est la transmission c'est ça que t'aimes bien. Sachant qu'à la base le but premier en quittant le Portugal, c'est de revenir apporter à mon île quelque chose. Donc là, il y a vraiment de ça. Et ensuite, et aussi cette ascension dans l'apprentissage, dans les skills, les soft skills aussi, savoir comment. J'avais peur, par exemple, de m'asseoir sur mes lauriers, de faire comme pas mal de personnes qui disent, OK, moi, je sais appuyer sur ce bouton, bah, toute ma vie, je serais payée à appuyer sur ce bouton, quoi. Ouais. Tu vas pas plus loin. C'est ça. Donc, t'essaies de te renouveler, d'apporter des choses nouvelles. J'avais peur que que ce soit quelque chose d'immanquable, en fait. De monotone. Voilà, c'est ça. Et je me suis rendu compte que non, t'apprends tout le temps. De toute façon, je suis dans un domaine qui évolue tout le temps. Si t'apprends pas, ben. T'es mort. C'est grave ça. C'est, direct. Donc, là-dessus, voilà, je suis toujours passionnée de ce que je fais. Et cette passion, je l'ai eue dans cette expérience à Google. Au-delà de l'entreprise Google, je précise, parce que je peux me faire tacler pour ça. J'ai pas été embauchée par Google, mais par une entreprise française qui missionne des agents dans les locaux Google. Donc, juste légalement pour que ce soit précis, mais du coup, j'ai été formée par Google dans les locaux, etc. Donc c'est une autre façon de faire qui m'a aussi accroché à la publicité. C'est-à-dire que faut pas oublier le mindset dans lequel je partais. Pour moi, j'ai étudié toute ma vie dans la communication classique. J'avais cette spécialité communication média, communication nouveaux médias en fin d'année. Mais à la base, moi, je voulais être journaliste. Et quand je quitte la Guadeloupe et que je me dis, OK, bah, advienne que pourra, j'avais pas du tout cette approche digitale. Et j'avais peur. J'avais peur que, Mais c'est dans ces années-là qu'on a commencé à avoir des programmes sur le marketing digital. Parce qu'avant, c'était comme classique. Exactement. Avant, tu avais quelqu'un en entreprise, responsable de communication, qui avait une ouverture sur le digital, qui était capable de gérer un peu les réseaux, de gérer un peu tout ce qui va être de YouTube, etc. Mais pas forcément de la stratégie, la compréhension des algorithmes, etc. Donc ça m'a vraiment. C'est grâce à cette expérience-là où j'ai découvert quelque chose et j'ai été heureuse d'aimer. Parce que franchement, c'est un luxe de se dire ça c'est mon kiff, tu vois, d'avoir trouvé ta voie finalement. Exactement. Je vais pas dire c'est ce qui me passionne, je ne vis pas stats et t'as pas un petit peu Google. grave. J'avais le mug avant, mais je me suis dit t'es trop, on t'a pas payé pour ça. Mais à côté, mais ouais non, on n'est pas là. Mais aimer ce que tu fais, ça te donne envie d'apprendre, ça te donne envie de mieux faire, ça te donne envie d'essayer plein de choses. Et là-dessus, bah voilà, rétrospectivement, ça, c'est un plus. Et je suis vraiment heureuse de ça. C'était un parcours semé d'embûches, vraiment, mais tous les parcours sont semés. C'est pas terminé. Non, il y a encore. Il y en a beaucoup, ouais. Ouais, là, c'était le premier. Mais tu vois, t'apprends à tomber. Et ça, c'est bien. Oui. Avant, tu te prends le mur comme ça sur le nez. Maintenant, t'apprends à bien tomber. C'est bon, je t'ai vu arriver. Attends. C'est vraiment ça. Ça sent tellement le vécu. Il y a des jours où je me dis, le salariat m'appelle, Il y a des jours où je me dis, mais quand je regarde autour de moi des gens qui sont dans la même entreprise depuis je sais pas combien d'années, ou même qui changent d'entreprise tout le temps, mais bon, ils ont pas ces problèmes-là, tu vois. T'as envie de te dire, vas-y, je le fais. Je le fais, au moins, je pourrais poser mon dossier à la banque pour un dossier IMO, tu vois, pour un prêt facilement, tu vois. Au moins, je pourrais faire ci. Là, t'as tout qui se complique, dans l'entrepreneuriat. Les choses, on nous dit pas, la retraite, les prêts immobiliers, t'as tout qui se complique. Oui, mais, il y a des solutions. Oui. Après, il faut les connaître. Faut être patient. Ouais. Et moi, j'en suis à ce moment où tu te dis, c'est pas juste, quoi. Ah oui. Mais il faut avoir les bons filons, il faut avoir les bons dossiers, il faut avoir les bonnes connaissances, les bonnes connexions. Non, mais il y a les choses qui se font, mais c'est ce que
faut aller chercher l'information et c'est pas évident et c'est pas du tout l'État qui va t'expliquer comment ça grave, passe, c'est pas dans leur avantage. Hein. Non, mais pas du tout. C'est à la retraite que tu vas savoir que mince, mince, j'aurais dû faire ça. Mais tu vois, c'est là qu'il faut être entouré aussi de certains experts au-delà de l'aspect uniquement c'est ça. ramener du chiffre d'affaires. Parce que oui, on se concentre surtout sur le chiffre d'affaires. C'est ce qui est le plus tangible là, tu vois. Mais après, il y a d'autres actions sur l'assurance retraite, sur l'immobilier. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec une femme spécialisée dans l'achat immobilier pour les indépendants. Oh wow. Ouais, tu vois, je vais chercher des trucs très précis. Ouais. Tout ce qui est patrimoine, les biens, la protection aussi pour la retraite. Enfin, t'as plein de sujets qui sont pas forcément traités et dont on a vraiment besoin. C'est ça. Donc, t'inquiète pas, t'auras d'autres problématiques. Voilà, je peux te le garantir. Je suis rassurée. Oui, comme ça, tu vas bien dormir ce soir. Tu vas être traumatisée. Bon, mais Janice. Oui. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était super sympa. Les filles, si vous voulez retrouver toutes les informations sur Janice, vous avez tout dans la description de l'épisode. Suivre Citronat. Si vous avez besoin de faire des ads, voilà, n'hésitez pas. Je fais des rimes et tout. Limite du rap. Je me suis trop lâchée dans cet épisode. Je suis désolée. Donc voilà, vous avez tout trouvé dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines. Ciao les filles. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite dès à présent à nous suivre sur les réseaux sociaux, à me laisser une note ainsi qu'un avis sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à nous rejoindre d'ici 15 jours pour écouter un nouvel épisode et aussi d'aller jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir nos bons plans. À bientôt.